La majorité des animaux plus complexes que les méduses et autres cnidaires sont divisés en deux groupes, les protostomes et les deutérostomes, ce dernier contenant le groupe des chordés. Les fossiles d'un groupe majeur de deutérostomes, les échinodermes, sont assez courants depuis le début du Cambrien. Metaspringina est interprété comme un chordé, car il montre dans son fossile l'empreinte d'un cœur, d'artères, de filaments branchiaux, d'une queue, d'accords neuraux avec un cerveau à l'avant et peut-être des yeux, bien qu'il y ait également de courts tentacules autour de sa bouche. Pikaia est également considéré comme un chordé primitif. En revanche, les fossiles de chordés précoces sont très rares, car les chordés d'invertébrés n'ont ni os ni dents. Aequistis et Milocumiglia sont considérés comme des poissons très primitifs, mais avec une colonne vertébrale cartilagineuse ou osseuse. Le placement de ce groupe parmi les agnates est un sujet à controverse, alors qu'aujourd'hui une diversité de fossiles suffisante est connue pour rendre improbable une relation étroite entre les ostracodermes. Cela a brouillé la question des ancêtres les plus proches de l'Hyperoartia. Le dernier ancêtre commun des lamproies semble avoir été spécialisé pour se nourrir du sang et des fluides corporels d'autres poissons après sa métamorphose en phase adulte. La plupart des lamproies modernes se nourrissent en perçant la chair d'autres poissons pour sucer leur sang. La myxine est longue et vermiforme, et peut exsuder de grandes quantités d'une boue laiteuse et fibreuse ou de mucus provenant d'une centaine de glandes qui courent le long de ses flancs. Elle peut se nourrir en pénétrant, voire éviscérant les corps de créatures marines mortes ou mourantes qui tombent au fond de la mer. Elle a la capacité d'absorber la matière organique dissoute à travers la peau et les branchies, ce qui peut être une adaptation à un mode de vie de récupération, dans un milieu où la nourriture est parfois difficile à trouver. Les conodontes sont des chordés agnates éteints ressemblant à des anguilles. Pendant de nombreuses années, ils n'étaient connus que par des microfossiles ressemblant à des dents, trouvés isolément, et maintenant appelés éléments conodontes. Les connaissances sur les tissus mous restent limitées. Leurs dents ont été interprétées comme des appareils d'alimentation par filtration, filtrant le plancton de l'eau et le faisant passer dans la gorge. La position latérale des yeux rend peu probable le fait que les conodontes aient été des prédateurs actifs. La musculature préservée suggère que certains promissomes étaient des nageurs efficaces, mais incapables de pointe de vitesse. Arandaspis n'a pas de nageoire. Sa seule méthode de propulsion était l'utilisation de sa queue aplatie horizontalement. En conséquence, il a probablement nagé d'une manière similaire à celle d'un tétard moderne. Les fossiles de ce groupe montrent un important blindage à la tête. Beaucoup avaient une queue hypocerque, c'est-à-dire quand le lobe inférieur de la queue du poisson est plus grand que le lobe supérieur.
afin de générer une portance pour augmenter la facilité de mouvement dans l'eau pour le corps blindé, qui était recouvert de plaques osseuses. Ils avaient également des pièces buccales de succion et certaines espèces pouvaient avoir vécu en eau douce. La plupart des ptéraspidomorphes étaient marins, mais vivaient très près du rivage, dans les lagons et les deltas. On pense que certains groupes vivaient en eau douce. Ils étaient certainement des habitants du fond, comme en témoignent les traces d'abrasion sur la surface ventrale de leur casque. Drepanaspis était une créature aplatie avec un corps lourdement blindé, superficiellement semblable à une raie. Sa bouche était tournée vers le haut, contrairement à la plupart des autres hétérostracés, qui avaient des bouches tournées vers le bas. Ça laisse penser qu'il restait en embuscade au fond de l'eau pour attraper ses proies. Bien que dépourvu de nageoires hautes que sa queue lobée, on pense que Pteraspis a été un bon nageur grâce à des protubérances rigides en forme d'ailes dérivées des plaques blindées sur ses branchies. Ceci, avec la tribune en forme de corne, lui a donné une forme très profilée, une qualité parfaite pour un bon nageur. Les écailles osseuses du groupe des télodontes, en tant que forme fossile la plus abondante, sont également les mieux comprises, et donc les plus utiles. Les écailles se sont formées et se sont détachées tout au long de la vie des organismes, et se sont rapidement séparées après leur mort. La plupart des télodontes étaient considérés comme des dépositivores, se nourrissant des nutriments qui se déposent au fond des océans. Mais des études plus récentes ont montré que plusieurs espèces étaient des nageurs actifs, et donc plus pélagiques. Une grande majorité des espèces préféraient les écosystèmes des récifs. Furcacoda était un vertébré sans mâchoire des eaux profondes. Basé sur le remplissage de sédiments de son fossile, donne l'idée d'un développement évolutif de l'estomac avant celui des mâchoires. Les anaspidas étaient classiquement considérés comme les ancêtres des lamproies. Ils étaient de petits agnates marins qui n'avaient pas de bouclier osseux lourd et des nageoires appareillées, mais qui avaient une queue particulièrement hypocerque. Ils sont apparus pour la première fois au début du Silurien et ont prospéré jusqu'au début du Dévonien, avant de disparaître des archives fossiles. Galeaspida est un autre taxon éteint de poissons marins et d'eau douce, sans mâchoire. Le nom est dérivé de Galea, le mot latin pour casque, et fait référence à leur bouclier en os massif sur la tête. Galeaspida vivait dans des environnements d'eau douce et marins peu profonds à l'époque du Silurien et du Dévonien, dans ce qui est aujourd'hui l'Asie du Sud. L'ouverture semble avoir servi à la fois à l'olfaction et à l'apport d'eau respiratoire similaire au conduit nasopharyngé des myxines. Les Eugaleaspides ont subi un événement de diversification. Au moment de l'époque de Wenlock et passé à l'époque de Ludlow. Tous les Eugaleospides étaient éteints. On pense que ces poissons avaient une vie assez longue. Pituriaspis ressemblait vaguement aux ostéostracies, bien qu'aucun ne soit considéré comme un parent proche. Le casque s'étend vers l'arrière pour former une longue division abdominale qui a probablement atteint la région anale.
Les Ostréostraci étaient probablement des bons nageurs, possédant des nageoires dorsales, des nageoires pectorales appariées et une queue puissante. Le bouclier d'os recouvrant la tête formait une seule pièce et ne s'est donc vraisemblablement pas développé pendant la vie adulte. Cependant, la façon dont l'os a été déposé permet d'examiner les empreintes de nerfs et autres tissus mous. Cela révèle la présence d'organes sensoriels complexes et les côtés et la surface supérieure de la tête qui peuvent avoir été utilisés pour détecter les vibrations. Parce que sa bouche était située directement sous sa tête, Céphalaspis était considéré comme un mangeur de fond, semblable à un poisson-chat ou un esturgeon lourdement blindé. Il déplaçait sa tête en forme de charrue d'un côté à l'autre. Céphalaspis remuant facilement le sable et la poussière dans l'eau, tout en révélant la cachette de sa proie. Les ostéostrarques étaient parmi les plus avancés de tous les agnates connus. Cela est dû au développement de nageoires appariées et à leur anatomie crânienne complexe.